Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole. Et comme tous les mardis de 19h à 20h dans Prenez la parole, on parle sujet de société. Le 3 janvier dernier, donc il y a 3 semaines, le journal La Croix publiait un sondage sur la PMA, la procréation médicalement assistée, et la GPA, la gestation pour autrui. Sondage dans lequel une majorité de personnes interrogées s'est déclarée pour l'élargissement de la PMA aux couples de femmes à 60% ou aux femmes seules à 57%. Le chiffre le plus surprenant concernait la gestation pour autrui ou GPA ou grossesse pour autrui, il y a les deux formules. 64% des Français s'étant prononcés pour la levée de l'interdiction du recours aux mères porteuses. 5 ans après le mariage pour tous et alors que les deux camps s'affrontent à coups de tribune dans la presse, la France risque d'être à nouveau coupée en deux avec ces nouveaux débats qui touchent à l'intime et aux convictions les plus profondes de chacun. Et comme sur Sud Radio, on parle vrai et qu'on n'a aucun tabou, on a décidé d'ouvrir le débat ce soir en compagnie de nos invités, Pierre Maël. Et nos invités, justement, qui sont-ils ce soir avec nous pour en parler de ce débat qui, effectivement, est parfois houleux par tribune interposée, vous le disiez, Philippe. Martine Segalen, ethnologue, et vous avez d'ailleurs signé la dernière tribune sur la PMA et GPA parue dans Le Monde. Mais on va en reparler. Également avec nous, Pascal Neveu, psychanalyste que Bonsoir. Vous retrouvez assez régulièrement chez Brigitte Lahaie de 14h à 16h du lundi au vendredi et sur Sud Radio évidemment. Et Tugdual Derville Bonsoir. Est également avec nous. Bonsoir, membre de d'Alliance Vita et fondateur notamment de À Bras Ouverts. Vous avez entendu Philippe David pour son intro. Je vous laisse avec ses questions. On n'imaginait pas, je cite La Croix, on n'imaginait pas les Français aussi favorables à la PMA et la GPA. Galanterie oblige, on va commencer avec vous, Martine Segalen. Je rappelle que vous êtes ethnologue et sociologue. Bonsoir, merci de me donner la parole. Je précise que la pétition que j'ai signée, qui est issue d'un groupe parmi d'autres, qui s'appelle Le Corps, dans lequel il y a Sylviane Agazinski, José Bové et d'autres, ne traitait pas de la PMA, parce que notre sujet à nous, notre combat, c'est la GPA. Et effectivement, nous pensions peut-être un peu naïvement que, comme dans ces assises de la bioéthique, la GPA n'était pas à l'ordre du jour, on pensait un peu naïvement que finalement la question de la GPA n'allait pas venir, mais il est évident qu'elle surgit, si je puis dire, complètement naturellement. Donc notre position et notre combat, c'est de dire que la GPA, enfin les termes que vous employez d'ailleurs, il faut qu'on en discute parce que c'est tout un vocabulaire qui est mis en place depuis de très nombreuses années par les groupes militants et qui nous font prendre des vessies pour des lanternes. Là, il s'agit d'un marché mondialisé du corps humain, de celui de la femme et de l'enfant. Et ça, c'est à une question de principe que nous refusons. Hier, il y a eu un autre débat qui s'est passé à France Inter où ma collègue et amie Irène Théry nous disait qu'on était des théoriciennes et qu'on n'est pas allé sur le terrain voir ce qui se passe. Effectivement, on se place sur un terrain qui est celui, et on n'ignore pas du tout les pratiques, bien entendu, et les très diverses pratiques de la GPA, mais on se place sur ce terrain-là, le terrain des femmes, de la défense des femmes. Et c'est assez étonnant d'ailleurs. Bon, ce sondage de La Croix, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais quel genre de questions est-ce qu'on pose ? Je suis assez sociologue ou ethnologue pour savoir qu'on peut faire dire à peu près n'importe quoi aux gens en fonction des questions qu'on leur pose. C'est quand même étonnant qu'on ait ce ravage depuis des semaines à propos des femmes qui sont agressées sexuellement partout, sauf à la radio, j'imagine. Voilà. Mais qu'on ne nous parle pas maintenant de la défense du corps des femmes qui est mis sur le marché. Et c'est ça notre point de vue et c'est ça notre combat. Tugdual Derville, vous êtes président d'Alliance Vita. On n'imaginait pas les Français aussi favorables à la PMA et la GPA si on en croit le sondage de La Croix. Mais Martine Segalen disait qu'on pouvait faire dire un peu tout à un sondage selon la manière dont on posait la question. Les Français sont généreux et leur état d'esprit compassionnel lorsqu'on demande s'ils sont favorables à un droit. C'est la façon dont la question a été posée. Eh bien, répondent oui. Mais les mêmes Français, dans le sondage Opinionway du mois de septembre, quand on leur demande est-ce qu'un enfant né par procréation médicalement artificielle a le droit d'avoir un père et une mère,
répondent oui à 72%. 72%. Ça veut dire qu'ils sont paumés. Bon, peut-être qu'on peut au moins le Paumés ou reconnaître. schizophrènes? Non, ils sont perdus parce que au fond, ils ne sont pas allés peut-être sur le terrain de ces sujets. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une des revendications qui sont extrêmement profondes liées au désir d'enfant. C'est-à-dire que les désirs se font tellement forts que la conscience est comme anesthésiée. Et nous disons, pour les femmes, mais également pour les enfants, que la société s'honore à avoir des lois qui protègent les faibles des forts. Alors en l'occurrence, quelle protection demandons-nous ? Nous demandons que l'enfant, le bébé, soit protégé du grand marché effectivement mondialisé ou étatisé de la procréation. Nous venons de lancer avec Alliance Vita une pétition auprès de Président de la République pour que nous ne glissions pas, nous la France, qui résistons jusqu'à maintenant à la marchandisation du corps. Je ne vends pas mon rein, mon sang, même les gamètes, contrairement à ce qui se passe dans les pays étrangers. Et il y a eu une montée par exemple de la vente des ovocytes en Espagne. Ou des spermatozoïdes en Belgique. Mais notamment, ou au Danemark. les ovocytes, c'est quand même un prélèvement Oui, chirurgical, difficile, et avec beaucoup de mise en danger peut-être de la vie aussi des femmes. Eh bien, la montée de la misère en Espagne a généré la montée du marché des ovocytes. Et nous disons, la France doit refuser cela et doit protéger par conséquent la procréation de ce marché mondialisé qui fait beaucoup de victimes, et c'est-à-dire l'intérêt des plus fragiles, les enfants en l'occurrence, et les femmes pour la gestation par autrui, qui à mes yeux est aussi une grande indignité pour elles. Pascal Neveu, psychanalyste, on n'imaginait pas, j'ai donné les chiffres du sondage de Lacroix le 3 janvier dernier, donc c'était il y a pile 3 semaines, que les Français étaient aussi favorables à la PMA et à la GPA. Mais moi, je ne suis pas surpris parce que je suis un homme de terrain, je suis un clinicien, j'ai des patients qui bénéficient, qui profitent, on pourrait utiliser ce terme-là, de la GPA internationale, etc. Donc ça ne me surprend absolument pas. Je pense qu'il faut cesser d'être totalement hypocrite dans notre pays. On n'a absolument pas débattu en France parce qu'on n'est pas pragmatique, en fait. On aime les débats et ce sujet est totalement clivant, on le voit à travers des sondages, 75%. Et d'ailleurs, c'est un sondage que la Manif pour tous a lancé auprès d'Opinionway ces derniers mois. Eh bien, ce sujet va être fortement clivant et attaquant et va diviser les Français parce qu'on ne va pas débattre, on ne va pas ramener cela à la réalité des faits et à cette hypocrisie parce que la GPA existe déjà en France, qu'il faut, et bien évidemment, et on est tous d'accord, je pense, autour de cette table sur le fait que nous sommes opposés à la marchandisation du corps. Mais néanmoins, il existe une chose, et on va en débattre tout à l'heure, c'est qu'il existe une GPA altruiste. Et là, je pense que plutôt que d'agiter des chiffons rouges en disant « Oh mon Dieu, PMA, GPA », avec un amalgame entre les deux, parce que ce sont deux choses totalement différentes, eh bien, je pense qu'il va falloir ramener cela à des réalités, à des chiffres réels, précisant qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger pour l'humanité, et qu'une famille, c'est pas uniquement un papa et une maman. Vos propos font déjà réagir au 0826 300 300 sur Sud Radio. On est avec Fred qui nous appelle de Bergerac. Bonsoir Fred. Bonsoir Frédéric. Oui, bonjour Philippe et bonjour toute l'équipe, bonjour aux invités. Bonjour à vous. Alors moi je voulais réagir, c'est un sujet qui, c'est vrai qu'effectivement depuis quelques semaines on en parle. Moi d'abord je mets un doute sur les sondages parce que de toute manière ça dépend comment sont posées les questions, c'est tout. Parce que le dernier, aujourd'hui on préfère les sondages que les référendums, puisque le dernier référendum de toute façon déjà on est revenu dessus parce qu'on a estimé que les Français avaient mal choisi. Là je reviens, c'est pas dans le débat, mais enfin je reviens au dernier référendum. Donc moi les sondages déjà, je suis pas tout à fait d'accord. 1000 et quelques personnes, ça dépend où est-ce qu'ils sont pris, représentation, échantillonnage de la population. Donc moi déjà je dis ça. Et alors après quant à la GPA, il y a quand même un truc, on est dans la mode aujourd'hui de tout ce qu'on veut éviter de discriminatoire. Or, aujourd'hui, comme on ne raconte pas qu'un couple d'homosexuels sans revenus pourrait avoir un enfant issu d'une GPA. Donc on est en pleine discrimination, ça va encore dire que c'est des choses qui vont profiter à des gens niveau bobo. Frédéric, voilà. vous voulez dire que c'est ceux qui ont de l'argent qui pourront en profiter, parce que c'est vrai que là, il y a quand même un gros problème parce que ça a un coût, qu'on le veuille ou non. Alors, on va commencer, je voulais parler de la PMA en premier, mais comme vous avez lancé le débat, Frédéric, sur la GPA, on va en parler. Martine Ségalem, vous êtes ethnologue et sociologue. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Frédéric qui dit qu'il y a d'office une discrimination, par l'argent? Il a complètement raison, puisque ce sont évidemment des femmes ou des couples d'hommes et de femmes ou de couples d'hommes qui vont demander à des femmes pauvres de louer leur utérus. Et monsieur... j'oublie le nom, Neveu. excusez-moi. Pascal Neveu, je n'écoute pas assez Sud Radio. Voilà, mais maintenant je vais l'écouter tous les jours. 99,9 à Paris. Bon, donc, monsieur Neveu, je connais particulièrement tous ces arguments sur la GPA éthique.
Je vous ai envoyé cet après-midi un article, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, dans lequel j'explique pourquoi ça ne peut pas exister, cette GPA éthique, parce que de toute façon, il y a un contrat qui porte sur une matière humaine, et même si vous parlez pour la femme du fait qu'elle est ravie de faire un don, ça c'est le vocabulaire de vos amis qui l'emploient, n'est-ce pas, de don, on va donner son utérus, ça fait si plaisir à ceux qui ont un tel désir d'enfant, ce que je comprends parfaitement, mais il y aura toujours des médecins, des avocats, de l'argent, ce qu'on appelle une rétribution, bien entendu. Comment est-ce qu'on va l'évaluer ? C'est assez extraordinaire. On va faire un contrat où on va demander... Il faut voir les contrats qui sont signés en Amérique, où on va regarder si la femme a des relations sexuelles avec son mari, quelle est sa religion, etc. Enfin, c'est affolant. Et la GPA éthique ne peut pas exister parce que je reste sur ce principe fondamental. Et ne dites pas qu'on est hypocrite. On sait que ça existe. On sait parfaitement que ça existe puisqu'on connaît tout le travail qui est fait, notamment par les juristes, qui essayent de saper l'interdiction de la GPA qui est en place et sur laquelle le président de la République a l'air de dire qu'il va tenir. Pascal Neveu vous répond. Alors, moi, je vais vous répondre tout de en suite. tout cas, je après... vous dis qu'il n'y a pas de GPA éthique de mon point de vue. Reprenant le point de vue du monsieur d'ailleurs, très juste, qui nous a appelé et qui dit que les pauvres ne peuvent pas se payer un enfant puisqu'il n'y a que les riches qui peuvent le faire avec le ventre de femmes pauvres. C'est bien la raison pour laquelle je ne parle pas de GPA éthique. Je vous parle de GPA altruiste. Peut-être que les Français, que vous ne connaissez pas ce que c'est. Non, mais si, bien évidemment, je vais vous expliquer ce que c'est. Et je n'ai pas d'amis qui défendent cela. Moi, je constate sur le terrain quand j'ai des amis médecins, qui me disent que c'est très simple. Pour autant, il reçoit un couple, un homme et une femme, dans son cabinet. Et puis, il va accompagner cet accouchement-là qui a dû se passer par seringue, etc. Puis, ce sont ses assistantes qui lui disent « Mais vous vous rendez pas compte, c'est pas un vrai couple, etc. » Et qu'est-ce qui se passe, en fait ? Sur un plan légal, on contourne la loi en France depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que la femme va effectivement tomber enceinte. Elle va ensuite, enfin, l'homme, s'il s'agit d'un couple gay, va reconnaître la paternité. Le droit législatif permet effectivement à cette femme de dire voilà, je l'ai eu sur un plan adultérin, etc. Donc par la suite, elle accouche sous X. Donc forcément, par la suite, cet homme et ce couple vont récupérer l'enfant. Donc je pense que dans l'intérêt de l'enfant, il faut légiférer. Quand je parle de GPA altruiste, il s'agit de quoi ? Il s'agit de ce qui se passe par exemple en Belgique. Les Belges, ils sont très pragmatiques sur l'euthanasie, sur la GPA et compagnie. Donc, vous avez des cliniques, des médecins qui pratiquent l'accompagnement auprès de couples qui ne payent pas la femme. Et qui sont les femmes ? Je vais vous le dire, attendez, laissez-moi terminer. Et ils ne payent, je vais vous poser une question, on va voir un tout petit peu si vous connaissez la réalité du terrain. Et donc, on paye simplement les frais médicaux. Ça existe depuis 20 ans. Je vous pose la question. En 20 ans, combien y a-t-il eu ? La GPA autre n'existe pas. Elle est totalement prohibée, interdite en Belgique. D'après vous, en 20 ans, combien de cas de GPA existent ? Eh bien, je ne sais pas. Donnez-moi un chiffre. Mais non, je ne vous donne pas de chiffre On n'est pas à l'école, là, quand même. Combien ? Moi, j'ai une petite réponse. C'est 60 en 20 ans. Donc, c'est un épiphénomène. Monsieur Neveu, cher Pascal Neveu, il y a un autre problème qui est celui de la maternité. Oui. La mère est celle qui accouche. Eh bien, et quand elle décède et que vous avez en face de vous des orphelins, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je travaille avec les orphelins depuis 20 ans également. Ça, c'est un choix truqué. Ce n'est pas facile d'être orphelin, mais créer de toutes pièces des orphelins, créer de toutes pièces des enfants privés de leur mère. Moi, j'ai écrit dans mon livre Le temps de l'homme, j'ai raconté ces histoires d'imbroglio terrible qu'il y a eu sur le plan juridique, avec une femme enceinte de 3 enfants, de 3 embryons, et le commanditaire qui demande une réduction embryonnaire, qui veut l'exiger par la loi. Il y a des embryons extrêmement d'enfants qui ont été revendus au plus offrant. Vous savez tout ça. Ce sont des épiphénomènes. Mais vous parlez d'altruisme. Est-ce que vous croyez véritablement qu'une femme qui attend son bébé, son enfant, qui a 9 mois de présence avec lui, dans son sein, des interactions extrêmement importantes, et vous savez très bien, entre psychanalystes, à quel point elles conditionnent des éléments de l'avenir de l'enfant, et qui va devoir ne pas investir sa grossesse, s'en séparer? Qu'est-ce qu'elle va dire aux enfants qu'elle a déjà ? Que celui-là, on va le donner, qu'on donne son enfant. Non, on ne donne pas un enfant. Un enfant n'est pas une chose, c'est une personne. Il s'accueille inconditionnellement. On est bien d'accord, et cette GPA ne peut pas être altruiste. Elle est forcée par des conditionnements. La GPA altruiste, c'est le conditionnement clinique. Ensuite, on sait très bien, dans toutes les études, on a 14 années d'études sur ce dossier-là, que généralement, et en plus ça concerne principalement les parents gays, parce qu'on va parler finalement de ce qui est le fond du sujet, c'est le fait que des homosexuels puissent avoir des enfants à un moment donné. Eh bien,
pas le fond du parents-là, sujet. non, si, il y a C'est des pas le fond personnes. du Mais si, sujet. attends, Il y a laissez-moi énormément de terminer. couples hétérosexuels. Excusez-moi. Oui. Je suis en train de vous dire simplement que ces parents-là, et j'en ai dans ma clientèle, dans ma patientèle, eh bien, par la suite, ils sont très soucieux de savoir que par la suite, ils vont maintenir un lien avec cette mère. Et c'est toute la question, effectivement, de savoir qui est la mère, qui est la génitrice. Mais qu'est-ce qu'on faisait à un moment donné des enfants adultérins ? Non, mais On va se poser la question dans un instant sur Sud Radio. Vous continuez de prendre la parole, vous nous appelez 0826 300 300. Il y a des appels, on va les prendre dans quelques instants sur Sud Radio. Vous réagissez à notre débat. On se pose la question autour de la légalisation de la GPA, de la PMA avec nos invités. Restez bien avec nous, on revient avec vous sur Sud Radio dans quelques instants. Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole. Et vous le savez, sur Sud Radio, nous parlons vrai. 0826 300 300. C'est votre occasion pour venir poser vos questions, débattre, témoigner avec nous. Je vous rappelle qu'on parle de GPA et de PMA. Faut-il légaliser autour de ces deux sujets assez sensibles en France, Vous le savez, nous sommes avec Isabelle qui nous appelle de Toulouse au 0826 300 300. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir tout le monde. Écoutez, je vous ai un petit peu entendu parler là de l'enfant, mais comme d'un droit. J'étais assez choquée d'ailleurs que ça puisse être un droit. Je crois que vous avez un peu oublié de dire que c'était un être humain et qu'il était à accueillir avant tout, avant d'en faire un droit. Bon, mais c'était pas pour ça que je voulais vous appeler. Je voulais aussi vous dire combien j'étais choquée de voir qu'on pouvait finalement projeter la fabrication, et c'est bien dans ces termes-là que je l'entends, une fabrication d'enfants comme un objet, et ça me choque complètement. Et puis le fait de fabriquer des enfants délibérément orphelins de mère pour la GPA, orphelins de père pour la PMA, femme-femme ou même femme seule, et ça m'inquiète. Comment est-ce qu'on peut... Alors, un enfant peut être orphelin, et là, on va pallier en effet à ça, on va l'accueillir dans son état. Mais le programmer orphelin, ça me paraît très gênant. Et par exemple, alors, vous savez qu'il y a un cas en France qui est quand même assez classique, qui arrive tous les jours peut-être ou presque, ce sont les enfants nés sous X, qui sont laissés après la naissance et qui sont récupérés par un couple qui reçoit un coup de téléphone un matin, un soir, une nuit. J'ai un couple d'amis qui l'a vécu, qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, et ce sont des enfants orphelins aussi. Oui, mais c'est une souffrance. Oui, pardon. Oui, on vous écoute, Isabelle. Oui, en effet, d'abord, la mère qui accouche sous X, me semble-t-il, n'a pas programmé un enfant orphelin. Je pense qu'elle avait vraiment le désir au départ d'accueillir cet enfant. Si elle va jusqu'au bout, c'est qu'il y avait quelque chose, en tout cas, un amour pour cet enfant. Et souvent, parfois, c'est une grossesse accidentelle aussi. Voilà, ça peut être une... Et quelqu'un qui refuse d'avorter, par exemple. Maman. Ah oui, mais quelqu'un qui refuse, par exemple, d'avorter pour des raisons éthiques, religieuses, etc. Ça existe aussi. Mais surtout, voilà, Moi, je trouve que notre interlocutrice a Isabelle. une vision juste des choses. L'accouchement sous X, c'est certainement une douleur pour une femme. Encore plus si elle avait voulu ne pas avoir l'enfant et être obligée de l'abandonner. Donc effectivement, il y a eu un accident dans sa vie qui s'est passé par là. Mais je trouve que tout ce que nous dit notre interlocutrice Isabelle. sonne au coin du bon sens. Il faut se dire qu'en France, on est extrêmement sensibilisé depuis Napoléon à la question de la famille. On est un peu particulier pour ça. On se demande pourquoi on a un débat si virulent ici sur cette question. Mais je crois que il n'est pas virulent, il est tout à fait courtois. Non, je ne parle pas d'ici en général, mais en ce moment dans la société. Parce qu'il y a toujours eu, depuis Napoléon, cette inquiétude pour le renouvellement de la population, pour la nature de la population, des enfants qu'on mettait au monde. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait ces débats entre nous, qui sont certes très courtois ce soir, mais je ne suis pas encore convaincue par les arguments de Pascal Neveu, et je reste sur mes positions. Je ne crois ni à la GPA éthique, même s'il l'habille des mots d'altruisme. Altruisme et non pas éthique. Oui, je n'y crois pas une donner seconde, la parole. tout en pensant que nos amis belges sont des gens effectivement pratiques. Tugdual
Derville, président d'Alliance Vita et auteur du Temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, publié chez Plomb. Vous avez entendu Isabelle de Toulouse. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Il y a le cas, par exemple, des enfants nés sous X. Oui, je pense qu'il faut faire la différence entre les épreuves et les souffrances qui nous tombent dessus, qui tombent sur ces enfants aussi, parce que cette séparation avec leur mère biologique est douloureuse pour eux. Les enfants adoptés le savent et l'expérimentent. Ils savent qu'il y a une rupture et la société vient aider les familles en difficulté, vient aider les familles monoparentales, vient accompagner. On a tous dans notre environnement des personnes qui ont vécu des drames de séparation, de divorce, des enfants orphelins. On les aide, mais on reconnaît leur souffrance. Et nous, Alliance Vita, on écoute énormément de familles souffrant d'infertilité, de deuil, et on sait très bien qu'une des plus grandes souffrances qui soit, c'est de ne pas être reconnu dans sa peine et dans sa souffrance. Donc il faut accueillir et accompagner ces familles. Mais créer de toutes pièces, effectivement, et là je suis d'accord avec ce qu'a pu dire Isabelle, créer de toutes pièces cette souffrance de la séparation, cette souffrance de la rupture avec la moitié du patrimoine biologique, avec en plus des imbroglios derrière un peu compliqués. Vous avez entendu pour un enfant né sous X, c'est 100%. Oui, tout à fait, tout à fait. Et des enfants peuvent exprimer des souffrances, parfois recherchent aussi, et parfois même grâce à une loi un petit peu récente peuvent retrouver éventuellement leur mère biologique à certains moments. Ça peut arriver. Récemment. Voilà, parfois il y a cette quête des origines. Hein. Vous avez entendu récemment qu'un enfant, un adulte maintenant né de dons anonymes de gamètes, le don est anonyme en France, a retrouvé son père biologique, qui était un donneur anonyme. Et donc, tous ces systèmes, pour moi, d'éclatement de la procréation entre donneurs, géniteurs et parents éducatifs, va aboutir à des imbroglios de multiplicité de parents. Et c'est le risque dans ce que vous avez exprimé également dans la situation où on garde le lien avec la mère porteuse, parce que c'est ce que nous disent certains, ça devient une sorte de nounou, c'est quand même une mère, je dirais, un peu dévalorisée à mes yeux par rapport à la réalité de la mère. Et on va se trouver un enfant qui va avoir 2 pères, une mère. Et pourquoi pas davantage encore. Et donc, le risque aujourd'hui, c'est une sorte de marchandisation, mais aussi d'éclatement du processus de procréation. Et puis, je dois dire aussi que sur la PMA, rapidement. parce que sur la PMA, moi, j'ai ressorti cette affiche publiée par Act Up. Je suis désolé, je vous la décris. Hein. Je veux du sperme, pas d'un mec. Voilà, c'est la revendication qu'Act Up fait à plusieurs reprises. Eh bien, moi, je ne me ressens pas en tant qu'homme respecté dans ce genre d'affiche. Je ne peux pas réduire un homme et une paternité, une génitalité au sperme qu'on balancerait comme ça à droite et à gauche sans avoir à l'arrivée. Alors, c'est quand même relativement bien encadré. Je temporise un petit peu ce que vous dites. C'est quand même relativement encadré. Oui, la revendication de la PMA pour les femmes aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle s'exprime. C'est-à-dire qu'au lieu d'accueillir la paternité, sachant que notre société souffre énormément de la séparation de pères vis-à-vis de leurs enfants, les pères sont souvent un peu errants et nous sommes souffrants parfois de la rupture d'avec nos pères, on va créer des enfants délibérément coupés de pères par des personnes qui ont pu dire qu'ils voulaient effectivement le sperme masculin, mais sans la paternité. Et là, je pense qu'on veut, d'une certaine manière, des choses qui sont incompatibles. Pascal Neveu, qu'est-ce que vous voulez répondre à Isabelle qui nous appelait de Toulouse? Et on va retourner après au 0826 300 300 parce que ça réagit énormément. Je voudrais rebondir sur plusieurs choses, et notamment la dernière intervention de M. Derville. Parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Bien évidemment qu'un accouchement sous X revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette forme d'hypocrisie. Les dons d'ovocytes anonymes, etc., bien évidemment, ont engendré énormément de difficultés. Je les reçois, je les entends en consultation. Néanmoins, il ne faut pas imaginer non plus ou s'imaginer que tous ces gens sont en souffrance. Je les reçois, on les accueille, on écoute leurs paroles. Bien évidemment, il y a le désir d'une recherche d'origine. On sait par la suite que lorsqu'ils ont retrouvé, et fort heureusement, on y parvient grâce au dossier, ils ont retrouvé leur maman, etc. On va utiliser ce terme-là. Eh bien, dans 80% des cas, ils ne la revoient pas au bout de 2-3 rencontres. Mais je reviens sur l'amalgame par rapport à Act Up. Attendez, là, vous faites une association avec une association militante extrême, on va dire, qui a eu un combat à un moment donné de sa vie. Je ne parle pas du combat non plus militant d'Alliance Vita, qui est totalement anti-IVG, anti-euthanasie, qui en ce moment, parce qu'il y a cette révision de on est loi de engagé auprès des bioéthique. femmes en difficulté. Vous Oui, savez. non, mais j'entends très bien. On Moi, j'aimerais accompagne, vous entendre également vous voir manifester quand tout ce qui concerne les problématiques du handicap. Ça concerne un petit peu plus de Français. J'ai fondé l'association À Bras Ouverts qui a accueilli 15 000. C'est tout à fait. C'est tout à fait louable. Je salue. Et je salue. Je ne suis pas concerné par le handicap. Je salue. Mais non, pas du tout. Je salue parfaitement ce que vous faites. Et moi-même, je suis engagé dans différentes associations sur ce terrain-là. Et bravo et félicitations pour tout cela. C'est pas du tout un reproche. Maintenant, il faut ramener ça de nouveau, je vous le disais, à la réalité du terrain. Aux États-Unis, combien de cas de GPA ? C'est 1500 cas sur 4 millions de naissances en France. Ce sont des épiphénomènes. Je pense que notre société, il faut qu'elle légifère de manière à encadrer les choses, de manière à ce qu'il n'y ait pas de marchandisation c'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense qu'on a d'autres combats à mener. Non, c'est comme pour attention aux signaux faibles. Vous savez, il y a des interdits
qui ne souffre pas d'exception. Et dans ce domaine, l'interdit ne souffre pas d'exception, sinon ça ruine la règle. Pensez Quelle règle Eh ben, Pascal Neveu, qu'un Tugdual enfant- Derville, on a des appels, on a beaucoup d'appels au standard de sur radio au Et 0826 le 300 principe, 300. c'est de prendre la parole C'est le sur Sud principe, Radio. les auditeurs nous appellent et de on parler est vrai. avec Priscille qui nous appelle de Paris. Bonsoir Priscille. Bonsoir Priscille. Oui, bonsoir. En fait, moi, je vous appelais pour vous apporter un petit témoignage. En fait, j'ai 35 ans. Je pense que je suis comme beaucoup de femmes de ma génération, célibataires, et puis qui, tout d'un coup, un peu dans leur vie, se réveillent et se disent, bah voilà, en fait, j'aimerais vraiment avoir des enfants. Et je voulais parler du coup de l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires. Je pense que d'un côté, et même pour moi, hein, c'est hyper tentant, en fait, de se dire, bah, ce serait une solution simple, facile d'avoir un enfant. Et en fait, moi, j'y ai réfléchi et je me dis que bah, j'ai vraiment, je pense, ce désir d'enfant. Peut-être qu'il se réalisera, peut-être qu'il se réalisera pas, je sais pas. Mais je sais pas si je peux imposer mon désir à un enfant, et que être adulte, c'est peut-être aussi parfois accepter qu'on ait des désirs qui soient pas réalisés, des désirs qui soient pour certains peut-être frustrés. Et moi, je pense qu'avoir un enfant, on l'a pas pour soi. On l'a d'abord pour l'accueillir comme il est, pour le faire grandir dans les meilleures conditions, et que cet enfant, bah, il aura besoin d'un père, besoin d'une mère, mais je peux pas. En fait, je ne pourrais pas ça adulte et responsable de quelque part de demander un enfant, que pour moi, même si j'en aurais trop envie, et même si, bah, en vrai, je ne sais pas si ça m'arrivera. Voilà. Mais vous savez, Alors- Priscille, une femme peut faire un enfant sans avoir recours à une PMA par une méthode tout à fait simple et naturelle. Et comme le chantait Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule. C'est ce qu'il décrit exactement dans sa chanson. On n'est pas obligé pour une femme d'aller dans une clinique pour avoir un enfant. Bah, effectivement, je pourrais, mais moi, je vois pas ça autrement que en offrant un cadre stable, avec un compagnon stable qui soit là, qui puisse être son Et père, et pas simplement son géniteur, qui puisse l'accompagner, le faire grandir sur le long terme. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur à offrir à un enfant, et je trouverais ça assez égoïste, en fait. Même si, je le redis, ça peut être extrêmement tentant de effectivement faire un bébé toute seule. Mais Priscille, vous nous parliez de ce désir de transmission, et je vais compléter votre témoignage par une question à nos invités. Le désir de transmission, il peut exister aussi dans le cadre d'un couple gay. Donc, est-ce que c'est faire un enfant pour soi dans ce cadre-là? Tugdual Derville, Martine Segalen. Je pense que Tugdual Derville. le désir d'enfant, le désir de transmission, le désir aussi d'avoir un prolongement de toute sa vie, c'est un des désirs les plus puissants, les plus beaux, les plus forts de l'humanité. Et Ça, tout le c'est monde vrai. peut le ressentir. C'est vrai, bien sûr. Mais ça, il faut respecter les désirs. Les désirs, il faut pouvoir les entendre. C'est très important. Et pour autant, la loi doit réguler le désir d'effort pour qu'il protège les faibles. Et c'est là peut-être que la question se pose. Est-ce qu'il est légitime, effectivement, pour répondre à un désir, qu'un enfant soit privé d'un père ou d'une mère? À nos yeux, non, car la parité dans l'engendrement, eh bien, c'est un principe d'écologie humaine, au fond. Nous sommes tous issus d'un père et d'une mère, sur le plan génétique. Ça, c'est des fondamentaux de notre identité d'homme et de femme, d'ailleurs. Et donc, si nous décidons que nous nous affranchissons de cette règle, et c'est là que ça ne concerne pas les personnes homosexuelles, c'est beaucoup plus vaste que ça. Si on dit qu'on va pouvoir avoir un bébé en demandant du sperme, comment l'État va-t-il organiser les choses? Il va faire des banques de sperme? On va demander, d'une certaine manière, une masturbation citoyenne aux citoyens de sexe mâle pour qu'ils puissent donner leur sperme aux femmes? Ça existe Et déjà. oui, mais résultat, marché étatisé, on retombe dans du Orwell, c'est-à-dire que l'État va prendre la main, entre guillemets, sur les stocks de gamètes, et au lieu de faire des bébés sous la couette, c'est-à-dire comme, d'une certaine manière, Mais ils en ont le plus besoin, eh bien, on va excusez-moi, organiser- je suis pas dans on va le organiser un gouvernement. marché Juste, étatisé de la il y a procréation. des couples hétéros qui ne peuvent pas faire des bébés sous la Bien couette sûr, je également, sais bien. donc ils ont Oui, oui. besoin également Je aussi sais de bien, ces mais dons au de gamètes. moins, Ça, c'est- au moins, on respecte la parité homme-femme dans l'engendrement, qui est vraiment... Parce que franchir cette ligne-là, on casse quelque chose, et qu'est-ce qui arrive derrière? C'est le grand marché. Parce qu'effectivement, si à partir du moment où on dit l'enfant, et bien je peux me l'offrir uniquement en récupérant du sperme d'une banque étatisée ou d'une banque ultra-libérale, on sombre dans un marché, et ça, permettez-moi l'expression, c'est très casse-gueule pour l'humanité. Martine Segalen, vous êtes ethnologue et sociologue. Je vous voyais approuver ce que disait Priscille, 35 ans, célibataire, qui dit
j'ai un désir d'enfant, je pourrais me faire inséminer et on peut faire un enfant sous la couette sans aller dans une clinique pour prendre une formule de Tuc du Alderville. Et elle dit, ça me pose problème parce que j'ai envie qu'il ait un père. Bon, de toute façon, je ne pense pas qu'elle aurait le droit, en l'état actuel, de se faire inséminer. Il suffit d'aller en Belgique ou en Espagne. Oui, exact. Et c'est un des sujets des États généraux. Mais elle m'a l'air charmante, elle va sûrement trouver un compagnon rapidement. Comme elle est auditrice de Sud Radio, elle est charmante. Elle est absolument charmante et elle va trouver un charmant qui va lui faire un enfant dans les bonnes conditions. Et elle a parlé de la distinction entre géniteur et père, qui me semble effectivement très important. On est un peu en train de tout mélanger dans notre charmant débat là, parce qu'on passe de la GPA à la PMA, alors que ce sont quand même deux sujets extrêmement différents. Et on sait en France, par exemple, à propos de ce besoin de sperme, qu'il n'y a déjà pas assez de sperme pour les couples hétérosexuels. Les dons sont gratuits, comme pour un homme marié. Alors j'explique pour les auditeurs et les auditrices. Il faut avoir l'accord de sa femme, de son conjoint, c'est gratuit. Alors que dans un pays comme le Danemark, par exemple, les dons sont rémunérés. Et j'avais vu les prix, c'était très bien payé. Bon, et puis on regarde la couleur des yeux, l'intelligence, le QI. Donc on sombre dans un eugénisme là très vite. Oui, mais exactement. Enfin, en ce qui concerne des GPA, on a pu lire par exemple que on prend effectivement les ovocytes. Et c'est pas seulement les Espagnols pauvres, ce sont les jeunes étudiantes de Toulouse pauvres qui passent la frontière pour aller se faire enlever leurs ovocytes à Barcelone. Et ensuite, on va acheter sur un cahier où on voit un bel homme avec des yeux clairs. Et c'est ça l'enfant qu'on va vouloir se faire. À propos de la PMA d'ailleurs et du don d'ovocytes, j'ai publié, mon titre n'a aucun intérêt, j'ai publié un numéro de revue qui s'appelle Le corps bioéthique, dans lequel on a un article sur justement les pratiques de dons de gamètes en Espagne, où les femmes racontent, après avoir donné leurs ovocytes, qu'elles vivent sinon dans la crainte, mais en tout cas dans l'idée il va y avoir quelque chose d'incestueux, ou qu'elles vont marcher dans la rue et voir quelqu'un qui ressemble à leur propre fille, à leur propre fils, en se disant est-ce que c'est pas moi qui ai donné, moi qui suis à l'origine de l'engendrement. Donc voilà le genre de problème aussi qui se posent et qui doivent remplir votre cabinet peut-être. Pascal Neveu, psychanalyste, avez entendu Priscille de 35 ans de Paris. Et bien évidemment, elle a tout à fait raison. Et je reviens sur le fait que nous sommes tous les trois d'accord sur le fait qu'il faut lutter contre cette marchandisation du corps et qu'il faut réfléchir, mais réellement, mais tous, et c'est le propos de la bioéthique, qu'on soit d'accord et de ce débat. C'est-à-dire quelles vont être les conséquences, mais pas uniquement se référer à la notion de il faut un papa et une maman. Redevenons factuels, bien évidemment. Et vous le dites très bien, les femmes, elles vendent leur corps juste à la frontière. Les parents qui ne peuvent pas, ou les hommes, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ils vont avoir recours à l'étranger avec des sommes considérables qui sont consternantes pour moi. Alors, j'en ai bien compris. Les commanditaires des bourses de 40 000 à 200 000 euros. La légalisation pour moi, c'est l'encadrement juridique sur ce qui va être autorisé, ce qui ne va pas être autorisé. Et justement, lutter contre les excès. Nous n'y croyons pas. On va y revenir dans quelques instants. Donc prenez la parole jusqu'à 20h. 0826 300 300. On revient dans quelques instants. Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole. Et on ne perd pas de temps, d'en prenez la parole jusqu'à 20h. On retourne tout de suite au standard au 0826 300 300. Je vous rappelle qu'on parle légalisation de la GPA et de la PMA. On est avec Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Laurence. Oui, bonsoir, merci de me laisser intervenir. Je voulais juste je suis frappée parce qu'on parle beaucoup du droit à l'enfant, mais on oublie un petit peu le droit de l'enfant d'avoir un père et une mère. Et en fait, c'est un peu une position un petit peu égoïste. Et voilà. Et moi, je pense aussi que si un pays dérive, un pays voisin, on n'est pas obligé de s'aligner pour légiférer comme nos voisins. Mais Laurence, le souci, je vais vous prendre deux exemples. Enfin, un exemple déjà pour la PMA, on peut aller très facilement se faire une PMA en Belgique ou en Espagne, qui sont des pays limitrophes, selon qu'on soit à Lille ou à Toulouse, on va au plus près. Et on peut pas refermer les frontières comme ça non plus, parce que ça existe et c'est comme ça. Mais la loi française, la loi fiscale, la France a des valeurs particulières. C'est le pays des droits de l'homme. La France est le pays aussi qui reconnaît la dignité de la personne, qui lutte aussi, qui sait lutter contre la prostitution, qui ose le dire, contrairement à pas mal de voisins. Moi, je pense que c'est justement l'honneur de la France aujourd'hui, c'est ce qu'on demande au président Macron, que d'affirmer
que l'enfant est vraiment au cœur aussi de sa politique. Moi, j'ai des Américains qui m'ont dit, on ne comprend pas pourquoi en France, vous défendez les enfants. Aux États-Unis, il y a un marché d'occasion de l'enfant adopté. C'est stupéfiant pour nous. Quand les enfants adoptés ne plaisent pas aux parents adoptifs, ils peuvent les refiler sur Internet, etc. C'est quand même incroyable. Je vais vous prendre un cas. Nous sommes là en France, c'est quand même différent. Je vais vous prendre un cas qui s'est passé en Australie avec une GPA, avec une femme thaïlandaise, où l'enfant est né, il était trisomique, et ils ont refusé l'enfant, ils l'ont laissé à la femme pauvre, qui était une femme de l'Isan. C'est la région au nord-ouest de la Thaïlande qui est la plus pauvre. Ça pose quand même un vrai problème. Parce qu'elle a accueilli son bébé. Sauf que, bon, dans d'autres pays concernés, et principalement les États-Unis, il y a des contrôles médicaux, il y a des contrats, mais hallucinants. C'est du 200-300 pages. Voilà, c'est le modèle anglo-saxon juridique. Vous savez, le problème de GPA, d'ailleurs, différentes religions l'ont abordé. Vous savez qu'elle est autorisée, la GPA, chez les musulmans. Elle est autorisée pour 2 conditions. Et c'est une amie juriste qui me l'a appris. Il faut épouser la mère porteuse. Et deuxièmement, il faut que le matériel génétique doit être celui de l'époux et des co-épouses. Ce qui est un truc fascinant, ça ouvre les horizons à tout. Je suis pas du tout en train de prôner tout cela. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut cesser. Non, mais il faut pas se voiler la face. Justement, et on est totalement d'accord. Il faut défendre l'intérêt de l'enfant, ce qu'il va devenir, lui donner réellement, mais le meilleur ferment pour son avenir, pour son développement. Mais justement, plutôt que de rester hypocrite, que les gens vont aller à l'étranger, on encadre tout cela en empêchant les excès. En bioéthique, vous savez, on a le même problème avec des futurs docteurs Frankenstein qui vont faire n'importe quoi. Et on attend toujours en France la catastrophe plutôt que de se dire on l'anticipe. Martine Segalen. L'Angleterre, comme vous le savez, l'a anticipé. Il y en a 100 grossesses par an. Et combien y a-t-il de milliers de gens qui vont à l'étranger pour ce... Bon, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont prêtes à donner, comme vous dites, parce que c'est une toute petite proportion. Je sais que ça peut exister. C'est pas une raison. Et il me semble que moi, une autre des questions fondamentales qui est liée à cela, c'est la question de la mère. Cette mère qui, vous l'avez dit, on l'a dit rapidement, au début, et c'était pire encore, c'était la mère qui était inséminée par le sperme du mari de l'homme, quand la mère dite d'intention, c'est encore un vocabulaire inventé pour nous faire passer la pilule, ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc c'était vraiment son enfant génétique à elle. Maintenant, on sait que dans la plupart des cas, ce n'est pas son enfant génétique, c'est un embryon qui lui est implanté. Mais c'est extraordinaire de voir qu'il y a 20 ans, on nous a tellement dit comme c'était important quand la mère était enceinte, que l'enfant entend les bruits, le son de la voix, la chaleur de la mère, tous les échanges épigénétiques qui sont importants. Comment maintenant, et René Friedman le disait hier soir, le gynécologue, comment le gynécologue obstétricien, comment maintenant, par exemple, on a beaucoup évolué sur l'accouchement, on n'enlève plus l'enfant brutalement, on le met sur le corps de la mère, etc. Comment imaginer que cette femme-là n'est pas la mère de l'enfant ? Parce qu'on n'a pas abordé cette question, mais il y a toutes les questions juridiques qui arrivent après. Une fois qu'on arrive avec ces enfants qui ont été faits, c'est autorisé d'aller à l'étranger, mais ils rentrent en France et les parents veulent avoir des enfants qui sont inscrits dans leur filiation. Alors soyons clairs, ce ne sont pas du tout, comme on l'a dit, des fantômes de la République. Ils ont un état civil quelque part. Souvent, ils sont raccrochés à leur père. La question qui bloque, c'est 1, la mère, et 2, ensuite, les parents, même s'ils s'occupent très bien de leurs enfants, ne sont pas les parents auxquels ils pourront transmettre, en tout cas, leurs biens. Donc ça, c'est un autre problème qui complique la question. Mais je reviens, moi, à cette question de la maternité et le fait que, même si c'est bien organisé, cher monsieur, même s'il y a des dédommagements, il faudrait voir de près quand même ce qu'il en est. On arrache un bébé à une femme qu'on a conditionnée pendant 9 mois à dire qu'elle n'est qu'un four, qu'elle n'est que de passage, que des psychologues lui disent que pendant que vous êtes enceinte, n'y pensez pas parce que c'est pas votre enfant, etc. Un conditionnement insupportable. Non, mais il ne s'agit pas du tout de conditionnement là-dessus, bien évidemment. Et surtout, moi, dans ma position de psychanalyste, je ne peux pas du tout réfuter le fait qu'il y ait d'abord un des enfants et cette proximité pendant 9 mois, cette communication intra-utérine, etc. Il véhicule énormément de choses dans une forme de transmission de génétique psychique également, bien évidemment. Mais la grande question que vous posez, et qui me semble fondamentale dans ce qui devrait animer les débats sur ces prochains mois, parce que je ne prône pas la bonne parole, loin de là, on est tous d'accord pour être contre la marchandisation du corps et la rémunération des femmes et des ventes. Tous les trois, on est d'accord. C'est pourquoi, à ce moment-là, une femme qui reçoit le sperme
totalement anonyme de quelqu'un, eh bien, en tout cas, l'enfant vivrait une sorte de différence parce que justement, il y a le don masculin d'un côté et le don féminin de l'autre. La question centrale, justement, et qui pose un souci éthique, qui pose un souci culturel, qui pose un souci religieux également, c'est la symbolique de la femme qui va accoucher. Et je pense qu'il faut réfléchir, et les réflexions bioéthiques, elles portent là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'installe à une table tous, ethnologues, sociologues, religieux, psychologues, médecins, accoucheurs, qui sont au cœur de cette réalité factuelle, pour dire à un moment donné à quel moment on va basculer dans ce qui va être le pire de l'être humain. Peut-être que la différence... Moi, je cherche à ce qu'on s'accorde sur notre désaccord. Parce que finalement, je pense que notre différence, c'est que nous considérons que cette rupture programmée est en elle-même une injustice que l'enfant subit, quelles que soient les conditions et les supposés encadrements que vous avancez. Vous êtes d'accord avec Laurence qui disait qu'il ne faut pas parler du droit à l'enfant, mais on double le droit des enfants. Moi, effectivement. Et quand on part de l'enfant, je pense que l'enfant ne mérite pas d'avoir une maternité entre guillemets éclatée entre plusieurs femmes. Voilà, on a besoin d'une unité de la maternité. Quand il y a eu cette rupture, eh bien, oui, il faut consoler et soutenir. Mais c'est porter atteinte à l'enfant que de le séparer de sa mère à sa naissance. L'enfant aussi, il a envie peut-être de téter le sein de sa mère quand c'est possible. Et quid de l'allaitement dans ces conditions? L'allaitement, c'est encore autre chose. Voilà. Non, mais voyez, la maternité, c'est aussi tout un continuum. L'enfant naît dans un écosystème qui est aussi entre sa mère et il vit ces moments importants. Et cette rupture, cette séparation, elle est d'une violence inouïe. Et la mère qui rejette son enfant, vous en avez plein? Et bien sûr, j'en accompagne. Mais il y a plein de mères qui n'allaitent pas. Parfois, mais oui, mais c'est des souffrances. Enfin, l'allaitement, c'est une autre question peut-être. Mais en tout cas, on voit que là, il est interdit. L'enfant va devoir être sevré à la naissance. Est-ce que c'est véritablement le respecter que de programmer le fait qu'un enfant soit totalement sevré à la naissance du sein maternel, du pot à pot maternel? En tout cas, j'ai déjà vu des photos où on voit que le pot à pot a lieu avec les commanditaires. Moi, je dis non. L'enfant, il a besoin de l'odeur aussi de sa mère à la naissance. On sait très bien qu'il y a des interactions extrêmement fortes. Oui, avec l'ocytocine et compagnie. Donc, là où il y a une différence, c'est que nous en faisons un point absolument majeur, une injustice à nos yeux pour l'enfant. Et l'encadrement, quand on voit ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, ça vient d'être dit, on encadre, mais en fait, on fait sauter un interdit. Et de ce fait, les pratiques à l'extérieur continuent, les trafics continuent, et le fait d'avoir encadré en Grande-Bretagne n'a absolument pas empêché les trafics. Mais ça permet déjà de lutter contre un grand nombre d'officines. On le voit très bien, par exemple, en Thaïlande, ça a été interdit. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, vous avez des officines qui emmènent ces femmes au Népal. Mais nous, ce que nous demandons, c'est surtout que les officines ne viennent plus en France. C'est pourquoi moi je rappelle que notre combat, qui semble un peu utopique et qui n'aboutira pas demain, c'est pour une abolition universelle dans tous les pays. Et effectivement, tous les trafics, on est d'accord. De la gestation par de la gestation pour autrui. Et on voit bien, par exemple, en Inde, quand l'Inde, par exemple, à un moment, a dit ça suffit, on ne va pas continuer à faire des bébés pour des étrangers, Il y par avait exemple. des cliniques qui étaient spécialisées dans ça et on achetait... Alors, les prix, c'était entre 40 000 et 200 000 euros selon le pays. Et la femme ne touchait que 3 000 à 20 000 euros. Si c'était pas sa belle-mère qui touchait l'argent. En Inde, oui. Selon les cas. Voilà, c'était pas sa belle-mère. Néanmoins, on a tout de même des cas où on a suivi des enfants. Mais je veux dire que on ne peut arriver qu'à ça. Effectivement, quand il y a des choses horribles en Inde, ça s'en va au Laos. Et quand c'est horrible au Laos, ça s'en va au Népal ou ailleurs. On le sait. Donc c'est pourquoi il faut qu'on avance là-dessus. Eh bien, quand on a aboli l'esclavage, on a été contre des intérêts privés énormes. Toute l'industrie sucrière dans les Caraïbes, etc. On a fini par y arriver. Et là, c'est effectivement dans l'intérêt des futurs enfants. Mais voyons également les enfants. On a pu tous voir des documentaires où l'accompagnement de ce couple de gays qui avait un enfant, alors ils se sont retrouvés avec des jumelles, et on les a suivis pendant 2 ans. La question n'est pas là. Moi, je trouve aussi. La question n'est pas là. Mais la crise d'adolescence. Une minute. Donc 30 secondes. Qu'est-ce qu'on fait alors? Moi, je dis que l'amour est un preneur d'otages. Attention. Quand on peut aimer beaucoup un enfant, s'en occuper très bien, mais si l'enfant n'a pas le droit de contester l'injustice qui lui a été faite, alors c'est une oppression qu'on fait subir à l'enfant. Moi, j'attends de voir l'adolescence, ce que vont dire les enfants qui auront été privés de leur père. On a 14 ans de recul. Merci beaucoup pour ce débat. Tugdual Derville, président d'Alliance Vita, auteur de Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine publié chez Plomb. Martine Ségalen, ethnologue et sociologue. Pascal Neveu, psychanalyste. De 20h à 21h, comme tous les soirs sur Sud Radio, c'est le Loft Music de notre ami Yvan Cujous, une émission dont on ne peut pas se passer quand on l'écoute d'ailleurs. Et ce soir, il reçoit Marina Kaye. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.